Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité. Et oui, parce que le DVD dont on va parler aujourd'hui est sorti juste mercredi dernier. Mais comment ça, il y a un film Doctor Who qui vient de sortir et personne n'en parle? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça, laissez-moi revenir un petit peu en arrière. Petite pause juste avant la vidéo pour vous expliquer que, en fait pour vous, ça c'est la première vidéo de juillet, mais pour moi c'est la dernière que je tourne en fait. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pendant tout juillet je suis pas là, je suis en vacances à plusieurs endroits et tout. C'est la folie, notamment début juillet où je suis à Londres, où je vais faire plein de trucs en rapport avec Doctor Who. Et je vais tourner plein de vidéos en rapport aussi avec Doctor Who. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram pour suivre le voyage plus ou moins en direct, parce que les vidéos que je vais tourner là-bas pour cette chaîne-là vont sortir bien plus tard du coup, le temps que je les monte et tout. Donc si vous voulez suivre le voyage en direct et tout, Instagram. Voilà, j'interromps pas plus la vidéo, je vous laisse, profitez bien de la vidéo, c'est reparti. En fait, dans toute l'histoire de Doctor Who, il y a eu en gros 3 films Doctor Who. Tout d'abord les deux premiers, sortis en 1965 et en 1966. Ces deux films ne sont pas canons avec la série, mais sont canons entre eux, c'est-à-dire que le deuxième c'est la suite du premier. Et le troisième film c'est plutôt un téléfilm en fait, et c'est sur le 8ème Docteur. C'est sorti dans les années 90, et celui-là par contre, il est canon dans la série, c'est vraiment l'histoire du 8ème Docteur. Et c'est pas celui-là dont on va parler aujourd'hui, on va parler des deux premiers. Donc oui, 1965 et 1966, on est au tout début de la série. Je vous rappelle que la série a débuté en 1963. En fait, pour vous resituer par rapport à la série, en 1965, c'est toujours le premier Docteur, et en 1966, c'est le deuxième Docteur. Comme je le disais, on est vraiment au tout début, et ça va se voir dans certains trucs. Bon, du coup, ces deux films ne sont pas canons, mais ils adaptent en fait 2 épisodes de la série, du premier Docteur, qui eux, sont canons du coup, vu que c'est la série. Ils adaptent en fait pour le premier The Dalek, donc le deuxième épisode de la série et le premier avec les Daleks. Et le deuxième adapte The Dalek Invasion of Earth, qui est la deuxième histoire avec les Daleks de la série, et la première où ils envahissent la Terre. La première où ils sont hors de Skaro tout simplement. Et pour la petite histoire, à la base il devait y avoir un troisième film adaptant The Chase, donc la troisième histoire avec les Daleks. La première où ils poursuivent le Docteur volontairement, la première histoire en gros où la rivalité Docteur Dalek est née. Mais malheureusement ce film ne verra jamais le jour et donc cette trilogie ne sera jamais finie. Et je trouve ça plutôt dommage parce que j'aime bien moi quand ça fait des trilogies, c'est carré. Dans ces films, les acteurs ne sont pas les mêmes. Il y a bien les mêmes rôles pour la plupart, mais les acteurs sont différents. Notamment le Docteur, qui n'est pas joué par William Hartnell, mais par Peter Cushing. Peter Cushing que vous avez notamment vu dans Star Wars, dans le 4, il joue le Moff Tarkin, qui est un personnage très important dans l'Étoile Noire. Voilà, un acteur très connu, qui joue du coup un Docteur assez proche du premier, mais avec quand même quelques différences. Notamment dans ses relations avec les autres, il est beaucoup plus sympathique dans le film, vous verrez. Mais du coup, ça répond pas à la question. Pourquoi il est sorti mercredi ce film s'il est sorti en 1965? Eh bien, tout simplement parce que la BBC a eu la bonne idée, et vraiment là on dirait que je suis sarcastique, mais non, c'est vraiment une bonne idée, de ressortir ces films en version 4K, parce qu'évidemment à l'époque il n'y avait pas la 4K, donc en Angleterre ça ressort évidemment au cinéma, mais pour une fois, grâce à Studio Canal, la France n'est pas délaissée au niveau de Doctor Who. Oui, vous savez, en général quand il y a un truc avec Doctor Who, ça dépasse rarement la Manche. Mais là, ça a dépassé la Manche, elle est en France et même en Allemagne. En France on n'a donc pas le droit aux sorties cinéma malheureusement, mais on a le droit au Steelbook 4K, donc ça c'est quand même assez incroyable. Et en plus on a la VF dedans, et aussi la VA, la V allemande du coup, mais enfin ça c'est si vous parlez allemand quoi. Mais c'est quand même assez rare d'avoir un DVD en France et en plus en VF. Bon après la VF je l'ai pas testé, mais c'est une VF de l'époque, à mon avis elle est assez pas ouf, mais les VF de l'époque ont aussi l'avantage d'être plutôt marrantes, donc à voir. Moi je l'ai pas encore vu en VF, mais je le verrai peut-être un jour en VF pour voilà, pour la culture quoi. Bon la BBC par contre, si vous m'écoutez, je sais que vous écoutez souvent mes vidéos, n'hésitez pas à sortir des DVD de qualité pour la France, notamment de la saison 13, qu'on attend toujours. Et pourquoi pas sortir vraiment un coffret où vous ressortez les anciens aussi, parce qu'ils sont pas de très bonne qualité. On n'a pas, par exemple, les épisodes spéciaux, enfin voilà. N'oubliez pas la France. Voilà, ça c'était juste pour la BBC. Revenons-en à la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler que du premier film, du coup, des deux, parce que le deuxième n'est pas encore ressorti. Mais le deuxième ressort aussi en Steelbook, en 4K, en VF, en France, mais le 20 juillet. Donc évidemment, il y aura une autre vidéo à l'occasion. Mais pour l'instant, on se concentre sur le premier. Bon, du coup, on va commencer vite fait par parler de l'objet en lui-même, qui est magnifique. Bon, déjà, c'est un Steelbook, donc c'est vraiment la version rigide, en acier, en métal, je sais pas en quoi c'est. Quand on ouvre, du coup, on a le Blu-ray et la version 4K, parce que tout le monde ne peut pas lire la 4K. Il y a évidemment pas la version DVD, parce que le DVD est mort. Bon, derrière, il y a une image du film, mais bon, là, je vais pas vous l'enlever, c'est vraiment juste un screen du film. Et ça, c'est l'artwork au complet, c'est juste magnifique. Non, là, vraiment, ils ne se sont pas foutus de notre gueule.
Quand on voit la qualité des DVD qu'on avait à l'époque, bon, ça reste cool d'avoir fait des DVD, France 4, vraiment. Vous êtes les seuls à l'avoir fait pour l'instant. Et la BBC, depuis qu'il n'y a plus France 4, on fait plus de DVD en France. Bon, j'arrête avec les BBC. Non mais ouais, donc c'était cool d'avoir fait des DVD, mais bon, c'était pas la grande qualité, on va pas se le cacher. Là, c'est incroyable, c'est vraiment un objet ultra quali. Ensuite, quand on met le Blu-ray dans le lecteur Blu-ray, le menu est entièrement dans cette DA là qui est magnifique, et vraiment en 4K ça donne super bien. Et la couleur est très belle aussi, parce que à l'époque les épisodes étaient en noir et blanc, les films eux sont en couleur, donc ils en profitent bien, surtout au niveau des Daleks. Mais du coup maintenant on va parler du film en lui-même, c'est un peu pour ça qu'on est là. Donc je vais évidemment spoiler le film, parce que je vais raconter le film. Donc si vous n'avez pas vu le film ou l'épisode Dalek, parce que c'est plus ou moins la même chose, mais il y a quelques différences quand même, donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler le film globalement, quittez la vidéo ici, allez acheter le film, allez le voir ailleurs, faites quelque chose, mais revenez une fois que c'est fait. Et là je vous parle pas d'un truc obscur, vous le trouvez dans n'importe quel espace culturel, de n'importe quel magasin, c'est un Blu-ray comme un autre, c'est pas compliqué à trouver. Pour une fois qu'un truc Doctor Who n'est pas compliqué à trouver en France, profitez-en et allez l'acheter. Ok, maintenant je vais spoil. Tout d'abord le film commence dans une maison. Ouais, le docteur dans une maison, ça fait bizarre, il est pas dans son TARDIS. Il est accompagné de Barbara et Suzanne. Oui, si vous connaissez les classiques, ils ont un peu rajeuni, je suis d'accord. Mais surtout, là on va faire un petit cours de classique pour ceux qui ne savent pas. Les premiers compagnons du docteur sont donc Suzanne, qui est sa petite fille, Barbara et Ian, qui sont les professeurs de Suzanne à l'école. Professeur de physique et professeur de mathématiques. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus vieux qu'elle, et voilà, ils n'ont pas de lien de parenté avec elle, et le docteur n'a de lien de parenté qu'avec Suzanne. Ok, dans le film, on a quoi niveau relation? Donc le docteur a une petite fille, Suzanne, ok, ça change pas, et une deuxième petite fille, Barbara. Ok, bon, du coup, j'imagine que Ian est le professeur de Barbara ou de Suzanne, ou des deux, mais elles ont pas l'air d'avoir vraiment le même âge. Et non, Ian n'est même pas professeur, en tout cas, on ne sait pas s'il est professeur. Il a lui aussi rajeuni, comme vous pouvez le voir, et il est en fait le petit ami de Barbara. Quoi? Oui, comme vous pouvez le voir, le film a décidé de mélanger toutes les relations entre les personnages et d'en créer des nouvelles, et je sais pas pourquoi. J'imagine peut-être que c'était plus simple à expliquer pour un film qui ne fait qu'1h30 par rapport à la série qui met 4 épisodes de 20 minutes à bien implanter les relations entre les personnages avant d'attaquer l'épisode d'Alec. Donc j'imagine que ça doit être dû à ça. En tout cas, ça fait bizarre pour les personnes qui ont vu les classiques. Mais c'est pas le seul truc qui va vous faire bizarre. Si vous avez vu les classiques, ayez peur. Donc c'est les mêmes persos, c'est pas les mêmes acteurs évidemment, ils ont tous rajeuni et c'est pas les mêmes relations comme on a vu. Mais du coup voilà, on est dans la maison, le docteur Barbara et Suzanne, et Ian toque à la porte. Il rentre, et le docteur lui dit « Hey, tu veux voir ma nouvelle invention? Viens dehors !» Le TARDIS. Le docteur a inventé le TARDIS dans ce film. C'est sa création, c'est en fait, le docteur est juste un docteur humain qui a créé une machine à voyager dans l'espace-temps. Bon, en vrai, c'est pas très grave, vu que c'est pas canon, et que c'est son propre canon. Il faut s'y faire dans le canon des films, les Seigneurs du Temps n'existent pas. Mais en fait, à vrai dire, c'est assez excusable, parce qu'à l'époque, dans la série, ils existaient pas non plus, en fait. Et oui, on est là à une époque où le seul docteur existant, c'était le premier. Il n'y avait même pas encore le concept de la régénération. Toute la mythologie des Seigneurs du Temps n'existe pas encore. Je vous renvoie d'ailleurs à cette vidéo, si je l'ai mis au bon endroit, sinon c'est de l'autre côté, je sais plus, où je parle du pilote de la série qui n'a jamais été diffusé, et de comment la série aurait pu être bien différente s'il avait finalement été diffusé à la place du premier épisode. Mais enfin, le premier truc qui doit choquer, enfin premier après tout ce que je viens de dire, c'est que Ian appelle le docteur Doctor Who. Et oui, comme les personnes qui ne connaissent pas la série. En fait, c'est surtout parce qu'au début, on avait un peu ce doute. Est-ce qu'il s'appelle vraiment Doctor Who? Ou est-ce que c'est juste la série qui s'appelle comme ça et c'est en fait pour le jeu de mots? Il y avait encore ce doute, alors que bon, maintenant, de nos jours, on sait très bien que non. Il s'appelle le Docteur, enfin il a un vrai nom, mais on le saura jamais, donc on l'appelle le Docteur. Mais à l'époque, et du coup surtout dans ces films-là, le Docteur s'appelle littéralement Doctor Who. A noter que c'est quand même Suzanne qui explique le mot TARDIS, donc Time and Relative Dimension in Space. C'est Suzanne qui l'explique dans la vraie série, et c'est aussi elle là qui l'explique à Ian dans le film. Et vous allez voir que Suzanne, c'est un peu la goth dans ce film. Goth dans le sens greatest of all time, hein, pas dans le sens chèvre. C'est un peu la plus intelligente du groupe, oui, plus que le docteur, et qui les aide dans toutes les situations, vous allez voir. Elle est juste trop forte. Donc il y a évidemment le traditionnel It's bigger inside, même si c'est pas dit exactement comme ça, donc par Ian, hein, qui fait le tour du TARDIS, qui se dit « Oh, comment c'est possible ?» Bref, on a l'habitude. Il rentre dans le TARDIS et... ouais, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça, mais on va dire que c'est artistique. On peut voir que le docteur est plus ouvert aux gens. Il laisse Ian rentrer alors qu'il le connaît pas vraiment.
Alors que dans la série, il est vraiment très fermé et bon, il veut pas que Barbara et Ian rentrent dans Tardis et même leur expliquer quoi que ce soit en fait. Il est vraiment très juste lui et sa petite fille et c'est tout. Là non, il est souriant, c'est vraiment le jour et la lune avec le premier docteur. Et pourtant, il a quand même quelques aspects en commun avec lui. Notamment sa façon de parler, sa façon de se tenir, son monocle, enfin voilà, il a quand même quelques points communs. Bon, et là, par un hasard d'événement, Ian bascule, active la commande d'activation du TARDIS, et les voilà partis pour un endroit on sait pas où, on sait pas quand, parce que le docteur n'a pas rentré de localisation en fait. C'est le hasard qui les mène à Scarrow évidemment, parce que sinon il n'y a pas de film. Du coup, ils savent pas vraiment où ils sont, mais évidemment, le docteur et Suzanne, ils sont très contents parce qu'ils vont pouvoir explorer et tout. Eux, ils sont refaits. Contrairement à Ian, qui lui est totalement à l'opposé de son personnage dans la série. Dans la série, c'est un peu lui le leader, parce que c'est le jeune homme. Oui, la série date de 1960. Il y a pas mal de choses assez sexistes au début, notamment au niveau de Ian qui carry un peu tout le groupe. Mais là, dans le film, il est maladroit, peureux, il est plus là pour la comédie qu'autre chose en fait. Ce qui fait que c'est pas lui qui va sauver le groupe à chaque fois, qui va vraiment être le leader, qui va tout mener. Mais comme je l'ai dit, plutôt Suzanne, mais ça on va le voir un peu plus tard. Mais surtout quand ils arrivent sur Scarrow, c'est là qu'on se rend compte que, en 4K c'est quand même magnifique. Le film est très beau. Je sais pas s'il était très beau à l'époque, mais actuellement il est très beau. Au niveau des couleurs, au niveau des plans, alors qu'il est sorti en 1960, et d'habitude les films de cette époque, le rythme et tout, c'est un peu hasardeux. Là, ça marche très bien. Et c'est juste après l'arrivée sur Scarrow qu'on trouve la première scène qui est pratiquement identique avec la vraie série. Suzanne trouve une fleur par terre, dans une forêt qui est relativement morte. Elle la prend, elle dit « Oh, c'est joli et tout ça, c'est stylé ». Ian la prend pour la regarder, et là, Barbara crie. Il s'empresse donc de rendre la fleur à Suzanne, pour aller secourir Barbara, sauf que la fleur étant solidifiée à cause d'un truc qu'on verra plus tard, elle se brise, laissant Suzanne avec une fleur brisée dans les mains un peu triste, et Ian qui va vers Barbara pour découvrir une sorte de caméléon géant. Voilà, cette scène est pratiquement identique avec sa version dans la série, sauf que là, ça rajoute quelque chose, le fait que Ian soit maladroit, notamment parce qu'après la découverte du caméléon, normalement, il le touche avec un bâton, pour savoir s'il est en vie quoi, et se rendre compte qu'il est en fait transformé en pierre. Là non, Ian trébuche, tombe sur le caméléon, le détruisant. Oui, il est maladroit. Et là il trouve la ville, et le docteur et Suzanne sont en mode giga hype. Ils veulent y aller, ils veulent découvrir c'est quoi. Mais Ian et Barbara se disent c'est pas vraiment safe, ils ont raison. Il vaudrait mieux rentrer genre dans le Tardis et puis à la maison. Si seulement le docteur les avait écoutés, on n'en serait pas là où on est avec les Daleks, et l'univers en serait bien plus tranquille. Mais le docteur, évidemment, ne les écoute pas. Enfin, si en fait, il les écoute, mais il fait un clin d'œil à Suzanne. Sous-entendant le fait que peut-être on va peut-être pas rentrer si vite. Sur le chemin vers le Tardis, Suzanne retrouve une fleur, donc elle va pour l'attraper du coup, et ne pas la casser cette fois-ci. Et là, quelqu'un lui touche l'épaule, hyper flippant, sur une planète qui semble morte. Du coup, elle s'empresse d'aller au Tardis et de leur dire quelqu'un m'a touché l'épaule, c'est flippant de fou, venez, on se casse. Et là, quelqu'un toque à la porte. Mais quand on regarde sur les scanners, il n'y a rien. Donc revenons à nos occupations, rentrons à la maison. Et là, il y a cette histoire de Fluid Link. Donc en gros, le docteur ne voulant pas partir, comme dans la série originale, baratine à Ian et Barbara que il y a le Fluid Link du coup qui est cassé. Et que soi-disant il faudrait du mercure pour le réparer, donc va falloir aller dans la ville. Dommage. Sauf qu'en fait, évidemment, il n'est pas cassé du tout. C'est juste une excuse pour aller en ville. Quelle erreur, docteur, quelle erreur. Du coup, ils ressortent et là, par terre, il y a une boîte. Bon, ils sont pas rassurés du tout. Ian va pour s'approcher de la boîte pour essayer de la ramasser, mais flippe trop et donc ne la ramasse pas. Et là, t'as Suzanne qui lui court dessus, ramasse la boîte direct, l'ouvre et se rend compte que c'est des médicaments. Je vous l'ai dit, Suzanne, c'est la plus courageuse et la plus intelligente du groupe de loin. Le docteur se dit des médicaments, mettons-le dans le Tardis là où il nous servira à rien. Ça, il le fait aussi dans la série, et en fait, c'est pour faire des analyses, mais c'est con du coup. Ils arrivent donc à la ville, et là, commencent à être un peu malades. Et le docteur se dit est-ce que ce serait pas par hasard à cause de radiation possible sur la planète? Ah là là, si seulement on avait des médicaments. Ouais. Bon, ils explorent la ville, c'est vraiment vide de fou. Il y a une vanne assez marrante sur Ian qui arrive pas à ouvrir une porte. Ce qui ridiculise totalement le personnage. Si vraiment vous trouvez le personnage de la série stylé, ce qui est le cas en vrai, Ian dans la série, il est vraiment badass et tout. Là, vous risquez d'être un peu déçu. Mais en vrai, vraiment, faut le prendre pour un autre personnage. C'est pas le Ian qu'on connaît. Et c'est vraiment un comique. Et si vous le prenez comme ça, tout va bien. Parce qu'il y a des vannes assez marrantes quand même. Mais là, Barbara crie. Donc nos trois compagnons se réunissent, vont la chercher et la trouvent pas. Mais trouvent un compteur GGR, ce qui confirme les radiations. Et les Daleks.
ce qui confirme le danger. Les Daleks qui sont magnifiques en couleur, vraiment c'est trop beau. Avant de regarder le film, je me suis retapé l'épisode Dalek, là, le vieux, que j'ai déjà vu trop de fois vraiment. Et l'épisode est en noir et blanc, donc vraiment passer d'un noir et blanc à la couleur, c'est trop beau. Ils en ont vraiment profité, ils auraient pu faire les Daleks comme les Daleks actuels, là vraiment tout gris, tout marron. Non, là, ils en ont fait de couleurs, plein de couleurs différentes. C'est vraiment une bonne idée. Par contre, assez déçu des tirs de Dalek. Alors, pas parce qu'ils ne tuent pas, parce que oui, là, ils peuvent faire des tirs qui ne tuent pas, qui paralysent juste la jambe de Ian. Mais ça, c'est un défaut qu'il y a aussi dans la série. Oui, les Daleks, à leur première apparition, ne tuent pas dès qu'ils voient une forme de vie différente. Ils apprennent d'abord à la connaître, à savoir les intentions, et après, ils les tuent. On va dire qu'ils ont quand même plutôt changé depuis. Mais non, là, ce qui me dérange dans le tir, c'est que c'est de la fumée, en fait. Dans le vrai épisode, là, les tirs sont terrifiant. Le montage sur les tirs, il y a un changement de négatif dans les couleurs. C'est pas de la fumée qui sort du canon, mais un truc on sait pas trop ce que c'est. On dirait un peu ce qui sort du jouet Lance-toi l'araignée Spider-Man. Mais pas vraiment, non, c'est vraiment bien réussi. Là, c'est de la fumée qui fait exploser des trucs et qui paralyse les jambes. J'ai une petite préférence pour la série à ce niveau-là. Bon, et là, on se rend compte vraiment que Ian est full là pour la comédie, parce que il trébuche souvent avec sa jambe paralysée. C'est vraiment un comique, mais sans le vouloir. Et là, je vous présente ce Dalek. C'est un des Daleks importants de l'épisode, et sa couleur peut vous faire rappeler le chef du culte de Skaro dans les New Who. Il n'en est rien, celui-là c'est Dalek Plot. Alors pourquoi je l'appelle comme ça alors qu'il est jamais nommé comme ça dans le film? Et tout simplement parce que plot en anglais ça veut dire intrigue, scénario, et que quand ce Dalek est là, soit il raconte le scénario, soit il raconte le plan des Daleks pour les ennemis. C'est le pire Dalek de l'histoire. Mais enfin là, il nous est bien utile du coup parce qu'il raconte le scénar. Donc je vous le fais en accéléré. En gros, la planète, au début, il y avait deux peuples, les Dal et les Tal. Une guerre a éclaté entre les deux, ils ont fait exploser une bombe à neutrons, ce qui a tué toute la végétation et les caméléons de tout à l'heure. Et les Tal croyaient les Dal disparus, sauf qu'en fait, c'est les Daleks maintenant. Et les Daleks croyaient les Tal disparus, sauf qu'en fait, c'est les Tal, oui, eux, ils ont pas changé de nom. Mais les deux peuples ont beaucoup muté. Du coup, les Daleks ne sont plus du tout humanoïdes alors qu'à l'époque, ils l'étaient. Et les Tal, on sait pas trop encore, mais visiblement, ils ont aussi muté. Bon, du coup, après quelques écoutes des Daleks dans la cellule directement, ils autorisent un des compagnons à aller chercher les médicaments pour les voler, en fait, et les garder pour eux. Et qui se porte volontaire? Ian, oui, mais il tombe parce que sa jambe est paralysée. Et du coup, qui est la deuxième personne à se porter volontaire? Suzanne! Bon alors dans la série c'est déjà le cas, mais c'est pas pareil, parce que dans la série, Ian a la jambe paralysée, mais Barbara et le docteur sont vraiment très malades à cause des radiations. Là c'est pas vraiment le cas, le docteur et Barbara sont très bien, ils sont un peu malades mais sans plus. Donc le fait que Suzanne se propose, c'est juste la plus courageuse du groupe en fait. Bon elle fait quand même pas la maligne dans la forêt, mais en même temps, dans une forêt complètement morte sur une planète inconnue, après avoir été relâchée par des sortes de robots tueurs, je sais que c'est pas des robots, mais eux ils le savent pas encore. Et surtout sachant qu'il y a quelque chose dans cette forêt, je ferai pas le malin moi non plus. Et c'est là que je m'arrête 2 secondes pour vous parler de la musique, qui est assez incroyable. Bon, on n'est pas au niveau de Murray Gold ou des compositions actuelles de Doctor Who, mais les musiques sont vraiment cool. Suzanne arrive finalement au TARDIS et se fait attaquer par un Tal. Sauf que non en fait, parce qu'ils sont gentils, complètement humanoïdes. Alors voici leur design dans la série de base, et voici leur design dans le film. Ouais, c'est plutôt différent, mais au final j'aime bien, et là on comprend encore que le fait que ce soit en couleur, ça les a beaucoup inspirés. Parce que les Tal, ils ont plein de couleurs sur eux, ils ont le maquillage, ils ont leur habit, donc on voit bien avec cet exemple et l'exemple des Daleks, qu'ils se sont éclatés avec les couleurs. Bon du coup le Tal lui explique que ouais, c'est bien des médicaments et qu'il faut les prendre, sinon vous allez crever, et il lui en donne une deuxième portion, parce qu'il se doute que les Daleks vont garder la première, pour quand même soigner ses amis. Et là on voit la scène du retour de Suzanne, qu'on ne voit pas dans la série. Suzanne revient, et les Daleks lui autorisent à garder la deuxième plaquette, qu'ils ont évidemment découvert, pour la donner à leurs amis, parce que les Daleks sont sympas finalement. Non, ça c'est un truc que même dans la série ils le font, même si on voit pas la scène, on sait qu'ils l'ont fait. Et c'est bizarre, les Daleks sont pas du genre à faire ce genre de truc. Et on apprend que les Daleks en fait veulent utiliser les médicaments pour se libérer de leur armure et vivre avec les radiations quoi. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'ils sont pas plus étonnés que ça de voir des poivrières parler, les humains. Je vous rappelle qu'on parle pas du docteur qu'on connaît là, qui a voyagé partout et tout. Là on parle d'un docteur qui a l'air humain, qui est juste un vieux docteur qui a créé un TARDIS, avec 3 humains avec lui. Ils sont pas plus étonnés que ça de voir des extraterrestres, c'est assez bizarre. Bon et là comme dans la série, les Daleks veulent proposer un banquet pour nourrir les Tal qui commencent à mourir de faim. Et donc c'est Suzanne qui va écrire la lettre pour envoyer le message quoi. Et veuillez applaudir le retour de Dalek Plot. Dalek Plot explique le plan à Suzanne, pendant qu'elle écrit la lettre. Il lui explique qu'en fait le banquet est totalement un piège, c'est une embuscade pour tuer les Tal. Super.
dévoile ton plan aux ennemis. Let's go, il pourrait, je sais pas, s'échapper par exemple, pour prévenir Lethal. Enfin bref, Suzanne retourne dans la cellule, et ils ont découvert du coup que les Daleks pouvaient les entendre avec une caméra qui est en haut. Caméra que Suzanne décide d'exploser elle-même avec le stylo des Daleks. Vraiment là, c'est sa propre initiative, c'est juste, elle est trop maligne pour nous. Alors que dans la série, ils se mettent tous les quatre d'accord pour créer une fausse dispute, pour arracher la caméra. Non, là, elle demande à Ian de lui faire la courte échelle, lui il comprend même pas pourquoi. Et arrivé en haut, coup de stylo, elle décapite la caméra et elle dit « Comme ça, ils pourront plus nous entendre ». Elle est juste trop forte. Et là vient le plan pour capturer un Dalek. Alors le plan est très simple, dans la série, Barbara utilise de la boue créée à partir de sa chaussure pour aveugler le Dalek, le docteur et Ian l'immobilisent et le mettent sur la couverture que les Tal ont donnée à Suzanne pour l'isoler électriquement et du coup le faire plus fonctionner. Et dans le film c'est pareil, à deux exceptions près. La boue utilisée, c'est pas de la boue, c'est la nourriture que les Daleks lui ont emmenée. Et qui c'est qui trouve l'idée de la cape d'après vous? C'est Suzanne, évidemment, la plus intelligente du groupe. Du coup, il capture un Dalek. Et là d'ailleurs il y a une scène que je trouve très cool, qui montre vraiment la curiosité de Suzanne. Parce qu'en fait quand ils ouvrent le Dalek, le docteur demande à Suzanne et Barbara d'aller dans le couloir, comme dans la série. Mais contrairement à la série, Suzanne revient quand le Dalek est ouvert, pour regarder dedans. Bon évidemment le docteur l'empêche, parce que ce qu'il y a dedans, on sait ce que c'est, et c'est pas bien beau à voir pour une enfant, mais ça rajoute un petit peu de background au personnage de Suzanne. Elle est très curieuse et très aventurière. D'ailleurs, comme dans la série, le Dalek, une fois jeté par terre, le Dalek, vraiment la créature, laisse dépasser un bras de dessous le drap. Oui, j'ai bien dit un bras, parce qu'à cette époque-là, les Daleks avaient visiblement des bras. C'était pas encore la créature tentaculaire qu'on connaît, et bon, les bras sont un peu palmés, un peu bizarres, mais ils ont des bras, du moins des mains en tout cas. Du coup, Ian se met dans le Dalek et il commence à s'enfuir. Et là, un Dalek les intercepte et commence à poser des questions. Pourquoi les prisonniers sont transférés? Ian commence un peu à paniquer, il sait pas trop quoi répondre dans le Dalek. Et qui c'est qui fait diversion? Suzanne! Suzanne! Oui, Suzanne fait diversion en tentant de s'échapper. Du coup, le vrai Dalek essaye de l'en empêcher. Et voilà, dans le cohue général, le faux Dalek, dirigé par Ian, prévient qu'il va maintenant s'en occuper tout seul et les faire entrer dans un ascenseur. Du coup, après quelques péripéties, notamment, ils se sont fait repérer, ils prennent l'ascenseur. Les Tal arrivent à l'embuscade, mais sont prévenus à la dernière minute par le docteur. Du coup, seul leur chef est tué. Et tout ce beau monde s'échappe dans le village des Tal. Et là, je comprends pas, ils sont trop bêtes. Parce que bon, ils disent aux Tal qu'il va falloir se battre contre les Daleks et tout, c'est chaud. Les Tal leur répondent non, on est un peuple pacifiste. Du coup, le docteur et sa team, partent quoi. Ils ont plus rien à faire sur cette planète, ils vont dans le Tardis. Ils ont tous oublié qu'ils ont plus le fluid link. Alors vous, c'est normal parce que j'ai oublié de vous le dire, mais en fait, quand ils se sont fait capturer par les Daleks au tout début, ils se sont fait voler le fluid link. On l'a tous vu, vraiment, c'était à l'écran et tout. C'est-à-dire au même moment que le docteur leur a expliqué que il était pas vraiment cassé en fait. Mais du coup, là, ils l'ont plus. Et ils essayent de faire démarrer le Tardis. Ça marche pas, ils essayent plusieurs fois en plus. Alors qu'ils savent très bien qu'ils l'ont plus, je le rappelle. Et qui va s'en souvenir d'après vous? Je vous le donne en mille. Et oui, c'est bien Suzanne. Oui, c'est Suzanne qui leur dit « Attends, mais on est trop con, en fait, on n'a pas le fluid link. » Du coup, ils se disent qu'il va falloir demander de l'aide au Tal. Ça va pas être simple. Ah oui, et les Daleks ont fait des expériences sur d'autres Daleks avec les médicaments. Ça marche pas de fou. Du coup, ils veulent faire exploser une autre bombe à neutrons pour garder un niveau de radioactivité tel que les Tal vont mourir, mais pas eux. Donc c'est la merde. Bon, pour convaincre les Tal de les aider à retrouver le fluid link, ça va pas être simple. Je vous rappelle que les Tal ne veulent pas interférer avec les Daleks parce qu'ils sont pacifistes. Du coup, le docteur se dit que ce serait une bonne idée si on les menaçait d'amener une de leurs femmes au Dalek. Mais oui, docteur, c'est une très bonne idée. Mais là où le docteur est encore plus malin, c'est qu'il demande à Ian de le faire. Comme ça, qui c'est qui se prend la droite du Tal? C'est Ian. Et c'est là que c'est un peu plus marrant que dans la série. Parce que dans la série, c'est Ian qui a l'initiative de faire ça lui-même en fait. Il se prend la droite, mais c'est ce qu'il cherchait en fait. Là, non, il a rien demandé, c'est le docteur qui lui a dit vas-y, fais ça. Lui, il comprend pas pourquoi, il fait ça. Et il se prend une droite. Ce qui rajoute de la comédie avec le personnage de Ian. Bon, après, du coup, ils font toute une expédition que je vais vous passer parce que c'est pas hyper intéressant. C'est très dangereux, mais en plus, dans le film, c'est un peu bâclé. Alors que dans la série, c'est carrément un épisode entier de 20 minutes. Mais à un moment, ils arrivent dans une grotte, dans une crevasse. Ils doivent sauter par-dessus. Donc il y a deux Tal, Ian et Barbara. Ils arrivent tous à sauter. D'ailleurs, c'est mieux fait que dans la série. On y croit un peu plus. Parce que dans la série, c'est pas très bien fait, cette scène du saut. Sauf le dernier, du coup, qui saute, mais qui tombe. Donc ils sont tenus par une corde. Donc il entraîne Ian dans sa chute. Mais décide de se sacrifier en coupant la corde et tombant. Mais il meurt pas. Dans le film, il meurt pas. Non, ils vont le chercher après en bas. Tout va bien. Alors que dans la série, non, il meurt vraiment, c'est juste une scène horrible. Le gars, il se sacrifie alors que quelques secondes plus tôt, il voulait rentrer chez lui et ne pas les aider.
Et en plus c'est le frère du Tal qui est resté en haut. Mais non, là ça va, tout va bien, il est en vie, let's go. Pendant ce temps-là, le docteur et Suzanne attaquent la ville de front avec les autres Tal, mais se font recapturer. Du coup ils demandent aux Daleks, mais pourquoi vous pouvez pas vivre en paix avec les Tal? Et un certain Dalek Plot leur répond en expliquant le plan de la bombe à neutrons. Je pense que les Daleks vont le virer à force. Il est en train de balancer tous les plans à l'ennemi. Du coup, là, il y a une attaque en même temps des Tal, de l'extérieur, en même temps de la team de l'expédition dangereuse dans les cavernes là, pour libérer le docteur, pour tout détruire. Au même moment, les Daleks ont lancé la bombe. Donc il y a un compte à rebours que Ian, enfin, qui prend une initiative et qui arrête le compte à rebours en appelant les Daleks à lui. Ils tirent tous dans sa direction, ils se baissent et ils détruisent le système de commande de la bombe. Ils ont gagné, let's go, tous les Daleks sont inactifs, ils rentrent, petite fête avec les Tal, et ils rentrent finalement dans le TARDIS et s'en vont. Et le docteur décide de faire une dernière petite blague en expliquant à Ian que ça y est, ils sont rentrés. Ian ouvre la porte et là, c'est une armée de Romains qui lui fonce dessus. Il panique, il referme, il touche à tout dans le TARDIS pour redémarrer, il panique vraiment. Voilà, ça finit sur une petite tranche de rigolade sur Ian, parce que quand on peut remettre un coup, on en remet un. Mais en vrai, c'est assez bizarre comme fin. Bon, mais pour conclure, le film est vraiment cool. Je suis très content qu'il ait ressorti en 4K, parce que c'est vraiment trop beau. Il y a évidemment, comme je l'ai dit, une suite qu'on analysera le moment venu. Le film en lui-même est une très bonne adaptation, il change certains trucs de l'épisode, notamment au niveau des personnages, mais il garde l'essentiel. Je vous le conseille bien évidemment, il est vraiment en vente là actuellement en France. Pas très dur à trouver. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser le like, vous pouvez vous abonner, partager, ça m'aiderait beaucoup. Moi je vous dis à la prochaine, dans 2 semaines. Salut!